Bienvenue dans Montée de Gradient, un podcast qui explore comment donner à notre vie une direction qui a du sens et comment nous rapprocher de notre maximum. Léna, du coup, tu es étudiante en fin de master à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en ingénierie des sciences du vivant. Tu es aussi membre d'Unipoly, l'association écolo du campus, et représentant des étudiants au sein de l'Assemblée d'école. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter à cette présentation? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. T'as tout dit, t'as dit l'essentiel. Je viens de Genève. De Genève. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'EPFL? C'est parce que j'hésitais entre la biologie et les mathématiques, parce que j'avais aimé ça au gymnase. Et j'ai trouvé du coup que SV, c'était une bonne manière hybride de combiner les deux. Ouais, donc sciences du vivant, effectivement. C'est ingénierie du vivant à l'EPFL, qui reste ingénierie, mais avec de la biologie du coup. Exactement. Ouais, et l'idée d'être ingénieur m'attirait pas mal, je pense. Ok. C'est quoi un peu le mix entre les deux justement quand tu fais sciences du vivant? À quel point c'est ingénierie, à quel point c'est vivant, biologie? Euh, c'est pas beaucoup biologie au premier semestre. Il y a littéralement pas du tout de biologie depuis quelques années en SV à l'EPFL. Euh, mais après, ça devient de plus en plus biologie, mais c'est très tourné médical en fait, ce qui m'a beaucoup déçue parce que moi je voulais faire un peu plus de la biologie végétale. En fait, il n'y en avait pas du tout. C'est vraiment très axé biomédical, médical tout court, etc. Euh, voilà, il y a quand même pas mal de bio, mais bon, on a quand même des petites bases en physique, en programmation, en maths, etc., etc. Ok. Et donc tu disais que tu voulais plutôt des trucs autour du végétal et pas que du médical. Ça t'a un peu déçu, mais tu t'es resté quand même. C'était quoi ton raisonnement? C'est que j'ai passé la première. Ok. Maintenant qu'on est C'était ça là. mon raisonnement principal, ouais. Ok. Et du coup, là, t'es en master. T'as fait quoi un peu pendant ton master, du coup? Depuis la Du coup, première et jusqu'au master. je enfin, j'ai pris soin de prendre le moins de biologie que je pouvais au bachelor. Et ensuite, à la fin de mon bachelor, je me suis demandé si je voulais changer de section, mais de toute façon, j'avais pas, enfin, en gros, à l'EPFL, il faut avoir 4,5 de moyenne pour changer de master, pour changer de section en master, alors que si on Ouais. reste dans notre section, il y a rien besoin de faire et simplement on rentre en master automatiquement, quoi. Mhm. Et en plus, si j'avais changé de section, j'aurais sûrement dû rattraper des crédits, etc. Du coup, je me suis simplement dit que j'allais rester dans ma section. Et il se trouve qu'en SV, on est extrêmement libre, enfin, on était extrêmement libre de choisir ce qu'on voulait comme cours au master. Euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai vraiment pas fait de bio du tout, alors que je suis à la fin de mon master et il me reste que des crédits en gros, dans mon mineur de programmation, enfin, de data science. Donc voilà quoi. En gros, j'ai fait principalement des data science et des statistiques et un peu de trucs autour, genre image processing et des trucs comme ça. Parce que ça t'intéressait plus que la biologie. Exactement. Ok. Ah, ça se tient. Et tu dis qu'il y avait beaucoup de liberté de choisir les cours et que maintenant c'est plus le cas, ça a changé? Ouais, en gros, moi, je fais partie de la volée 2021-2022, si je me trompe pas. Et pour la volée 2022-2023, ils ont, ils ont fait on a un groupe maintenant obligatoire avec 3 cours dedans. Ok. Donc 15 crédits, donc c'est quand même assez beaucoup. Et c'est Mhm. vraiment de la bio, enfin des trucs typiques de bio, quoi. Ok. Donc voilà. Et moi, comme j'ai commencé mon stage en industrie en début 2022, ça fait que il me reste les règles du plan d'études de cette volée-là. D'accord. C'est chouette. Ok. Et du coup, en parallèle, c'est cette année que tu t'es engagé à l'Assemblée d'école de l'EPFL, qui est une institution représentative des différents corps de l'école, si je me trompe pas. Et qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-dedans? J'ai juste vu le mail. J'avais un ami qui y était aussi. Du coup, j'ai un peu demandé comment c'était. Il m'a dit que c'était assez inutile, mais que c'est sympa quand même pour un peu mieux comprendre le PFL, pour avoir un peu plus de contact, disons, avec l'administration, la direction, etc. Et
Et du coup, je sais pas, je me suis juste engagée là-dedans. J'ai fini par trouver un autre ami qui se portait candidat également. Et on a un peu fait campagne ensemble. Et en fait, du coup, on a assez fait campagne pour avoir plus de voix que les autres étudiants. Du coup, on a été élus. Voilà, parce qu'en fait, enfin, en général, en vrai, personne fait campagne pour l'assemblée d'école. Les gens simplement écrivent une description sur leur profil people.epfl.ch. Et après, les gens votent un peu pour leurs amis ou pour la personne dont ils ont bien aimé la description. Mais il y a des gens qui mettent pas leur description. Enfin bref, c'est pas non plus, même si tous les étudiants peuvent voter, il n'y a pas du tout tous les étudiants qui votent, évidemment. Il me semble que l'année dernière, il y avait environ 400 personnes qui ont participé. Sur à Euh, peu près 10 000 sur 10 000 personnes, étudiants, étudiants, ouais. exactement. Donc voilà. Mais nous, on a fait un petit peu campagne, on a juste été un peu voir les gens sur l'esplanade, etc. Enfin, en gros, à l'EPFL, en leur disant est-ce que vous connaissez l'assemblée d'école, etc. Bah nous, si jamais on Ouais. se porte candidat, on est motivé et tout. Du coup, je pense, on a eu pas mal de voix via ça et via les associations. Donc, parce que lui était à la Gépoli et moi j'étais à Unipoli. Du coup, on a un peu dit à tout le monde votez pour nous deux. Et voilà, ça a fini par marcher. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'assemblée d'école. Et ensuite, ben j'étais à l'assemblée d'école. Enfin, je suis toujours. Mais donc j'ai commencé à l'assemblée d'école en août dernier. Ça fait bientôt un an du coup. Tu Et y restes pour 2 ans ou pour un an? pour un an, les étudiants ne restent que pour un an, comme il y a plus de Ouais. mobilité pour les étudiants. Mais les autres, donc toutes les autres personnes, donc les doctorants, le corps administratif, les professeurs restent pendant 2 ans à chaque fois, donc c'est des Ok. plus longs mandats. Donc cette année, justement, il y aura de nouveau beaucoup de gens qui vont changer, en fait, même si certaines personnes se représentent. Euh, donc voilà, et après, je me suis retrouvée à l'assemblée d'école, et j'ai aussi demandé, enfin, on a dû choisir quelqu'un pour aller au bureau de l'assemblée d'école, donc c'est-à-dire que dans l'assemblée d'école, on est 16 personnes, 4 personnes par corps de l'EPFL. Donc, je répète simplement les corps, c'est étudiants, administratifs, intermédiaires, c'est-à-dire doctorants et post-doctorants, et professoral. Du coup, parmi ces 4 corps, il y a une personne de chaque corps qui va au bureau également. Et donc, le bureau, c'est simplement un peu le secrétariat de l'assemblée d'école. C'est-à-dire que c'est nous qui organisons la prochaine AG, enfin la prochaine assemblée d'école à chaque fois. Et qui ayons un peu plus de contact avec l'ETH aussi, parce que l'ETH, donc le PFZ, donc l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, a également une assemblée d'école, Ouais. avec un peu plus de gens, comme ils sont plus de gens d'une manière générale, et du coup on les voit un peu plus souvent en étant au bureau également. Donc toi, tu fais partie du Voilà. bureau. Donc moi je fais partie du bureau exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris en général depuis un an en participant à cet organe, qui est du coup qui est un organe représentatif qui sert de dialogue entre les différents corps de l'EPFL et la direction, mais qui est consultatif seulement, c'est ça? Exactement. On n'a aucun pouvoir, donc on peut absolument pas dire à l'EPFL, ah, vous avez pris cette décision, vous n'avez pas le droit, etc. On n'a aucun pouvoir. On vote quasiment jamais. On est purement consultatif. On a beaucoup d'invités. Donc tout ça a fait que j'ai surtout, je pense majoritairement appris à connaître justement l'école et l'administration de l'école, que je connaissais déjà un petit peu en étant dans d'autres associations, etc. avant. Mais là, c'est vrai que, enfin voilà, avoir chaque semaine un autre invité, donc une fois la juriste principale de l'EPFL, une fois Martin Wetterli, le président de l'EPFL, une fois la vice-présidence administrative ou comme ça, enfin bref. Ça fait qu'évidemment, on connaît un peu mieux les gens, on connaît un peu mieux les processus de décision, les enjeux de pouvoir, etc. Et juste simplement comment ça marche, quoi. Euh, donc j'ai vraiment surtout appris ça. Ok. Et c'était ça qui t'intéressait toi? C'était ça qui t'avait motivé à venir? Parce que tu disais quand je te demandais qu'est-ce qui t'a motivé, tu m'as dit, oh, il y a un gars qui m'a dit que c'était pas terrible, mais intéressant quand même.
Est-ce que c'était à ça que tu t'attendais ou pas? Euh, non, c'est à peu près à ça que je m'attendais, je pense. Je m'attendais pas à autant ne rien comprendre, je pense. Ah. Parce que au début, du coup, juste arrivé et je me retrouvais dans des réunions avec des gens, euh, des réunions en anglais, du coup, parce que c'est des gens qui parlent suisse-allemand comme ça quand on parle avec des Mhm. gens de l'ETH, qui parlent de trucs super high level, super méta, etc. Genre, je savais même pas comment trouver les documents. Enfin bref, c'est tout un système qui ressemble absolument pas à la manière dont on fonctionne en tant qu'association. Du coup, j'avoue que j'étais un peu perdue au début. Euh, et pourquoi est-ce que, enfin, parce que du coup, j'ai peut-être pas donné assez de raisons pour lesquelles je suis venue à l'assemblée d'école. Mais oui, c'est parce que je voulais faire ça. Je voulais faire un travail représentant étudiant plus que simplement membre d'un comité d'une association, disons, mais j'avais un peu envie de faire quelque chose comme délégué ou quelque chose comme ça, parce que j'avais pas encore fait ça à l'EPFL et que ça m'intéressait, disons, et que je pensais que je pouvais aussi avoir un peu de poids là-dedans. Du coup, c'est un peu pour ça que je suis venue à l'assemblée d'école. Et en plus, c'est défrayé pour les membres étudiants, parce que les autres membres, en fait, sont payés simplement par l'administration de l'EPFL parce que bah, ils sont payés tout court, quoi. Donc ça fait partie de leur travail, entre guillemets, d'être assemblée D'accord. d'école. Et donc pour les étudiants, chaque étudiant est défrayé pour chaque assemblée d'école à laquelle il participe. Et Donc c'est tous les combien de temps qu'il y a cette assemblée-là? tous les mois, Tous les mois, il y a une réunion avec tout le monde de l'assemblée. exactement. D'accord. Et c'est le seul moment où on est rémunéré, disons, parce que les autres réunions, quoi que ce soit, c'est pas défrayé. Mais bref, du coup, c'était un peu un truc aussi qui m'intéressait parce que j'avais jamais fait, disons, du travail associatif, rémunéré, etc. Je me suis dit, ben, c'est chouette, ça fait un peu un petit assistanat, quoi. Enfin, c'est Ok. l'équivalent d'un petit assistanat. Ok. Et du coup, c'est quoi qui t'a le plus plu et le moins plu dans cette expérience et découverte? Euh, ce qui m'a le plus plu, c'est apprendre à comprendre tout ça. Ce qui m'a le moins plu, c'est euh, peut-être de connaître assez l'institution pour ne plus avoir tant le courage je sais pas, de m'y opposer ou de dépenser de l'énergie pour qu'elle bouge, disons. Parce que, bah, je sais pas, quand on y est vraiment, on se rend compte de à quel point il y a des remparts partout, que tout est compliqué, que tout est très lent, etc. Et ça donne un peu, enfin après on se formate un peu par rapport à ça, quoi. Et on perd un peu l'imagination probablement qu'on a en étant dans des associations ou en n'étant pas, disons, à proprement parler dans l'institution, défrayé par l'institution pour représenter les étudiants, etc. Mais est-ce que c'est plutôt une bonne chose de comprendre comment ça marche pour avoir une vision plus réaliste de l'institution? Ou bien au contraire, tu dirais que ça te fait perdre toute motivation et que du coup, ouais, c'est contre-productif? Bonne question. Je pense un peu des deux. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien que je connaisse mieux l'administration et, euh, et je pense que c'est utile d'avoir ce genre de profil, disons, au sein, par exemple, des associations ou des instances un peu plus politisées de l'EPFL qui défendent les étudiants, qui défendent les droits de n'importe qui, etc. Euh, donc je pense que c'est utile, mais c'est vrai que je pense que ça a un petit peu, ouais, ça a pas arrangé, je sais pas, ma motivation pour faire bouger les choses, peu importe où. Mais je pense que c'est pas forcément tant lié à mon expérience à l'assemblée d'école et c'est plutôt extérieur. Ok. Et c'était quoi les gros enjeux dont vous avez traité cette année? Tu testes ma mémoire là. Euh, bonne question, je sais pas trop. On n'a pas traité tant de sujets. Il y a eu pas mal on a traité un peu les trucs d'actualité, c'est-à-dire par exemple
le fait qu'il y a eu une histoire de un chercheur qui a été accusé par 15 personnes, et que finalement, Accusé de. se accusé de, je sais pas, de pression psychologique, etc., de harcèlement, des trucs comme ça. Et du coup, et qui a genre pas été, qui a pas été renvoyé de l'EPFL ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de sanctions. Et genre la majorité des personnes, ou je crois toutes les personnes qui l'avaient accusé, ben, étaient plus à l'EPFL maintenant. C'était une histoire qui datait un peu, mais en gros, il y a un article qui est apparu Ouais. ben, pendant que moi j'étais à l'assemblée d'école. Du coup, on a traité tout ça. Du coup, ça a un peu fait remonter tout ce sujet en fait de comment on traite les cas compliqués, disons, à l'EPFL, comment ça se passe, est-ce que les gens qui sont censés faire leur travail font vraiment bien leur travail, etc. Donc on a un peu invité tout le monde en essayant de vraiment comprendre en fait comment ça se passe. On a essayé de leur faire un peu améliorer leur processus et également la manière dont les informations sont expliquées à la communauté EPFL parce que c'est très mal expliqué en réalité. Enfin, ouais, quand on regarde les exemples dans les autres universités, franchement le PFL est carrément probablement la pire, alors qu'elle met énormément d'argent pour promouvoir justement le respect, promouvoir leurs différentes instances qui permettent, je sais pas, eux c'est ce qu'ils appellent le respect, donc ils ont, je sais pas, ils ont plein de choses, ils ont respect, compliance officer, person, trust and support network, et genre personne ne sait où il faut aller pour quel cas, personne ne connaît ses droits, c'est trop mal expliqué sur leur site, enfin bref, c'est pas très carré, donc nous on a un peu fait remonter ça, etc. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Je sais pas. Parce qu'en fait, ils nous doivent rien. C'est ça qui est un peu compliqué. Et Mm. ensuite, donc il y a eu ça. Et l'autre truc qu'il y a eu, c'est par exemple le fait que au CEPF, donc le conseil des EPF, donc c'est l'instance suisse qui est au-dessus en fait des deux écoles polytechniques fédérales. Ce CEPF peut prendre des décisions pour du coup les deux écoles, peut amener des propositions, etc. Et après les gens votent et il n'y a pas beaucoup de gens dedans. C'est surtout des membres anciens ou pas de la Confédération, des membres de l'EPFL, de l'ETH, enfin bref, il y a un peu de tout dans cette commission. Mais c'est vraiment elle qui a beaucoup de pouvoir. Et du coup, ils avaient amené la proposition de augmenter les taxes d'études pour les étrangers à l'EPFL. Et il y a eu une grosse opposition en fait de la part des deux écoles. En gros, ils voulaient tripler les taxes étudiantes pour toute personne qui n'était pas suisse et qui voulait venir à l'EPFL. Ou à Et l'ETH, du coup, c'était pour les deux écoles à Zurich oui, aussi? pardon, Ouais, ok. exactement, c'était pour les deux écoles. Et du coup, ben, les deux comités des associations représentantes des étudiants, donc à l'EPFL et à l'ETH, euh, ont simplement se sont fortement opposés. Les deux écoles aussi se sont fortement opposées. Et finalement, la proposition a même pas été proposée au CEPF. Enfin bon, c'est un peu compliqué comme processus, mais en gros, la Mm. proposition allait être proposée au CEPF et le CEPF aurait pu voter ensuite pour mettre en consultation le fait d'augmenter les taxes d'études. Et En ils gros, ont dit, c'était ok, ça on et laisse ils ont tomber. réussi. Pardon? Ils ont dit, ok, on laisse tomber, on fait même pas le vote, c'est ça? Exactement. Ils ont dit, ok, on laisse tomber, il y a trop d'opposition déjà maintenant. Sauf que maintenant, c'est revenu à l'ordre du jour. Donc, il y a de nouveau une proposition d'augmenter les taxes d'études, sauf Ah que bon? cette fois-ci, c'est tripler les taxes d'études pour tout le monde. Ah. Voilà. Ça, c'est les petits updates de l'assemblée d'école. Mais voilà, qu'est-ce que nous, on fait dedans? Bah, pas grand-chose au final, parce que on se voit qu'une fois par mois, donc on ne peut pas réagir très vite à quoi que ce soit. Alors que, je sais pas, justement, la GPOLI ou l'association des étudiants de l'ETH, la VOSETH, ben eux, ils se voient toutes les semaines, ils se voient beaucoup plus, ils peuvent réagir très vite à n'importe quoi, ils sont beaucoup plus unis. Alors que nous, voilà, on a tous les corps, on se voit jamais, donc c'est un peu plus compliqué pour réagir à ce genre de choses. Et de toute façon, on n'a pas de poids, donc voilà. Et c'est un peu selon le bon vouloir de chaque personne de traiter l'assemblée d'école comme un organe réellement représentatif et réellement légitime de l'école, quoi.
Donc ça dépend vachement des gens, ça dépend des situations. Mais ouais, en gros, c'est un peu dur de réagir sur des trucs d'actualité. Mais c'est quand même ça qui nous a occupés au final. Voilà. Et puis dernièrement, il y a eu encore l'épisode manifestation pro-palestinienne, occupation, etc. à l'EPFL, qui nous a aussi occupés. Suspension de Polyquity, l'association féministe de l'EPFL. Tout ça, voilà. Par exemple, pour ça, on a écrit une lettre à la direction en disant on s'oppose à vos décisions. On a envoyé ça à la direction. En tant qu'assemblée entière. Voilà. Enfin, Ok. on a surtout dit un truc du style on se questionne sur votre processus de décision quant à la suspension de Polyquity, tout ça. Mais voilà. Ok, mais du coup, c'est plutôt des sujets qui arrivent en réaction à des actualités, des choses qui se passent sur le campus, plutôt que des sujets, je sais pas, stratégiques, un peu à long terme, sur lesquels la direction va vous consulter, si j'ai bien compris. Ben, ça fait presque un an que je suis là et j'ai toujours pas trop compris parce que en fait, on a des consultations en cours. On doit se positionner du coup sur les consultations. Donc comme chaque personne peut se positionner sur n'importe quelle consultation qui est publique, bah, en fait, nous, on gère un peu la consultation. Donc c'est nous qui donnons un espèce de préavis à la direction et ensuite on met en consultation pour tout le monde le sujet. Et Ok, on donc en comme parle en fait exemple de avec les thème, il y gens. avait quoi pour ça? Il y a eu justement l'augmentation des taxes d'études, il y a eu je crois la stratégie diversité, la mise à jour de cette stratégie. Je crois qu'il y a eu une consultation là-dessus aussi, non? J'essaye de retrouver de mémoire les différentes consultations qui avaient été ouvertes cette année. Je sais pas. Je sais même pas donner d'exemple, quoi. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais je sais pas, moi j'ai participé à la consultation sur la sécurité, genre dans les labos, etc. Parce qu'en fait, pour chaque consultation, en gros, on fait un groupe de travail où on est 4 personnes, donc une personne de chaque corps. On peut être plus aussi si on veut. Mais en général, comme on a beaucoup de consultations, bah, on met pas plus qu'une personne par consultation. Et ensuite, voilà, on gère cette consultation, on prend les avis en fait des gens qui viennent à notre séance d'information ou aux étudiants, par exemple si on est délégué et qu'on parle aux étudiants, ou enfin voilà, les gens parlent un peu autour d'eux, on prend un peu les avis de tout le monde et ensuite on les rassemble en une prise de position qu'on envoie à la direction. En gros, c'est un peu ça le processus. Et les consultations sont publiques, donc n'importe qui peut se positionner en fait sur les consultations. Ok. Et Mais là, j'ai les consultations devant moi si tu veux. ah bah vas-y, si t'as quelques exemples de thèmes pour me rafraîchir la mémoire, je veux bien, ouais. Ça marche. Ben, ouais, le processus d'admission à l'EPFL, je pense que ça, c'était pour les taxes d'études. Non, c'était Pause pour pour... réduire le nombre d'étudiants Ah en oui, première pardon, c'était année. pour... Oui, exactement. Voilà, parfait. Voilà, il y Mais avait ce qui est lié ça aux aussi. questions des taxes d'études, parce qu'ils voulaient augmenter la taxe d'études pour les étudiants étrangers pour gérer l'augmentation du nombre d'étudiants aussi. Absolument. Donc, il y avait ça, il y avait une révision des conditions générales concernant le système à puce multifonction Camille Pro. Enfin voilà, ça va un peu de tout à rien, disons. Les pauses pendant les études, donc pour améliorer en fait la mobilité des étudiants dans leurs études, donc ils puissent prendre une pause sans que ce soit trop pénalisant. Euh, voilà, nouveau règlement sur les parkings et les conditions de stationnement sur le campus à écu blanc. Enfin bref, il y a plein de choses quoi. Ok. Et qui concernent plus ou moins les étudiants, plus ou moins les professeurs, plus ou moins le corps administratif, plus ou moins personnes. Voilà, c'est très divers, quoi, les consultations. Ok. Et à qui tu recommanderais, toi, du coup, de s'engager là-dedans, ou à qui tu dirais non, passe ton chemin? À n'importe qui est prêt à donner du temps, en fait, et de l'énergie à cette assemblée, euh, qui est prêt à, voilà, à se préparer un petit peu pour les sujets, en fait, qu'ils ont traités en assemblée, à bien s'informer et à, et à bien vouloir représenter l'avis des étudiants, quoi. Enfin, pour la partie étudiante, mais du coup, Ouais. l'avis de n'importe quel corps que la personne représente. Ok. Et c'est combien de temps, toi, à peu près, que tu passais par semaine ou par mois? Hmm.
Par mois, je dirais quelque chose comme, je sais pas, 6 heures. Comme on a l'assemblée d'école qui dure à chaque fois 3 heures, plus ou moins, plus, plus ma réunion du bureau, plus ben, simplement, je sais pas, enfin voilà, le travail un peu de tous les jours de lire les mails, répondre, etc. Je dirais quelque chose de l'ordre de... Ouais, ça me prend à peu près une journée sur le mois, quoi. Ok. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces infos sur l'assemblée d'école. Avec Je propose plaisir. qu'on close ce chapitre. J'aimerais te poser des questions aussi sur ton engagement un peu militant ou associatif en parallèle. Donc, tu es membre d'Unipolis depuis plusieurs années, membre du comité aussi, si je me trompe pas. C'est quoi un peu la timeline, toi, de ton engagement militant, que ce soit Unipolis ou ailleurs? Mhm. Alors, la timeline de mon engagement militant. Je suis arrivée à la grève du climat, en fait, en mars 2020, donc vraiment pendant le Covid. Enfin, je suis arrivée au tout début du Covid, j'ai staffé pour la semaine de la durabilité, qui est un pôle d'Unipolis à l'EPFL. Et j'ai par là un peu plus connu le milieu militant, disons lausannois, et je suis allée à la grève du climat, pas à Unipolis. De toute façon, Unipolis c'était un peu en pause avec le Covid. Et ensuite, donc après quelques mois d'engagement à la grève du climat, en été du coup 2020 toujours, on m'a proposé de venir au comité d'Unipolis pour la rentrée. Ce que j'ai accepté et j'ai finalement, finalement, je suis arrivée en tant que coprésidente. Et du coup, j'ai fait 1 an de comité d'Unipolis en tant que coprésidente. À la fin Ça, de c'était quand c'était à quoi la fin de ton bachelor? Oui, pardon, j'ai commencé... Je suis arrivée à l'EPFL en 2018, donc ça, c'était au milieu de ma deuxième année de bachelor. D'accord. Donc j'étais en BA 4 quand j'ai commencé la grève du climat. Et ensuite, j'étais du coup à Unipolis pendant 1 an en tant que coprésidente. Et à la fin, en fait, quand j'ai fini mon mandat, j'ai fait un burn-out, en gros. Voilà, c'était pas très fun, mais ça va, je m'en suis remise à peu près en assez longtemps, mais on est là. Et, et, euh, et en fait, du coup, j'ai pris un semestre de pause, donc où j'avais juste du coup la fin de mon mandat à Unipolis et trouvé un stage pour commencer mon master. Du coup, là, à ce moment-là, du coup, j'avais fini mon bachelor. Euh, et du coup, j'ai trouvé un stage, etc. Je me suis un peu reposée de cette année éprouvante. Et surtout, j'ai aussi eu un procès, en fait, entre deux. Parce que, en fait, j'ai fait une manifestation seins nus, on s'est fait arrêter. On a tous reçu, on était 18 à recevoir en tout 560 francs d'amende, ce qui a fait qu'on s'est... euh, donc 560 francs par personne. Hein. Du coup, je me suis opposée à ce truc et tout, et on s'est retrouvés à être 6 personnes à faire un procès. Donc les faits se sont passés en 2021, le procès était en 2022. Ouais. Du coup, euh, en 2022, quelques mois après Unipolis, j'étais en procès en réalité. Quelques mois après avoir arrêté d'être au comité d'Unipolis. Donc voilà, il y a eu ça. Et ensuite, on a été semi-acquittés, donc on a plus ou moins gagné notre procès, en gros. C'était chouette. Comment ça Et... se mit? Pardon? Comment ça se mit à quitter? Ouais, alors je peux expliquer plus en détail si tu veux. Ah, Euh, En gros, du coup, en 2021, on a fait une manifestation pacifique pour le 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Et, euh, et en fait, on a été arrêtés après 15 minutes d'avoir marché dans Lausanne. On était un petit groupe, enfin en fait, on était deux petits groupes. On s'est fait nasser par les policiers lausannois. Ce qui a fait qu'on n'était plus qu'un groupe. Du coup, on était 18. Et à cette époque-là, il fallait être pas plus que 15 parce que c'était les lois Covid. Euh, et du coup, on s'est fait arrêter, on s'est fait prendre notre identité et on a été, du coup, 18 personnes à recevoir des amendes et sur lesquelles était écrit
habillement contraire à la décence et à la morale publique et trouble à la tranquillité publique, rassemblement de plus de 15 personnes et manifestation interdite. Et du coup, D'accord. quand je dis semi-acquitté, c'est que littéralement, on a été acquitté de 2 de ces 4 accusations. C'est-à-dire, on a été acquitté de habillement contraire à la décence ou à la morale publique et trouble à la tranquillité publique. Et, et le premier était évidemment celui qu'on dénonçait le plus. Du coup, on était contente que celui-là parte et qu'on soit acquitté de ce truc-là en particulier. Et trouble à la tranquillité publique, ils ont juste avoué qu'on ne pouvait pas faire de manifestations interdites sans faire de troubles à la tranquillité publique et que surtout on n'a pas troublé la tranquillité publique. Genre littéralement on n'a même pas bloqué de route, on a traversé le passage piéton. On était 18, donc voilà. Et c'était genre un midi, hein, donc vraiment Ok. pas trop de bruit en particulier, enfin bref. Voilà. Donc pour revenir à mon petit parcours, donc ça c'était en 2022. Ensuite, j'ai fait mon stage à Merck et dont tu voudras peut-être parler plus tard. Mhm. Et ensuite, j'ai fait ma rentrée en septembre 2022 en cours de master, en gros. Et parce que du coup, le stage en industrie fait partie de mon master, c'est un stage obligatoire. Ok. Donc, j'ai commencé mes cours en septembre 2022. Et en arrivant à l'EPFL, je me suis dit, ça va m'énerver de ne pas être dans les associations cette année. Donc, je me suis remise au comité d'Unipolis. Un an après, du coup, avoir arrêté Unipoli et avoir fait un burn-out, notamment à cause d'Unipoli. Mais c'est pas grave. Et du coup, je suis revenue à Unipoli. C'était très chouette. En fait, je suis revenue avec un nouveau poste qui n'existait pas avant, qui consistait en gros à être le point de contact pour tous les pôles d'activité d'Unipoli, parce que Unipoli fait des activités en tant que comité, mais également héberge en fait plein de mini-associations, si on peut les appeler comme ça. Et on n'avait pas trop de... Enfin, c'est un peu désorganisé la manière dont on gérait le contact avec ces petits pôles. Et moi, j'ai voulu arriver avec un nouveau poste, justement, qui gérait et qui centralisait, en fait, ce contact-là qu'on avait avec les pôles. Et aussi, voilà, pour gérer... Enfin, pour disséminer un peu la charge de la présidence et empêcher les prochains, potentiellement, de faire un burn-out. Chose qui n'a pas forcément marché, mais c'est pas grave. Ok, bah je voudrais te poser aussi quelques questions sur justement comment gérer la charge entre les différents projets, mais je garde ça pour un peu plus tard. Sur ton stage chez Merck, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as fait pendant ce stage. Bah, j'ai fait du taf de stagiaire, très basique, genre passer des informations d'un Excel à un autre. Et sinon, l'autre chose que j'ai faite, en vrai, c'était assez chouette. Moi, j'ai bien aimé. C'est que j'ai créé un dashboard. Je sais pas si tu vois. Un Enfin, tableau en de gros, bord. ouais, voilà, avec plein de petites statistiques et ouais, enfin, en gros, une représentation de données interactive, etc., pour les employés de Merck qui, en gros, géraient des processus. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails déjà parce que c'est peut-être un peu pas très légal et aussi parce que c'est un peu compliqué. Mais en Ok, gros, ouais, j'ai fait ça de A à Z avec des données en temps réel et tout. Donc c'était assez intéressant parce que du coup, je devais demander les retours en fait à des vrais employés de Merck qui me, qui me disaient qu'est-ce qu'ils avaient besoin en fait pour mieux travailler justement. Du coup, c'était assez intéressant et c'était assez fun et c'était un peu de la data science et de la représentation de données. Enfin bref, c'était un peu tout ce que j'aime. Du coup, c'était c'était plutôt intéressant et surtout l'équipe était, enfin mes managers et tout étaient très sympas. C'était bonne ambiance. Le site est vraiment super. Genre il y a la vue c'était sur le où? lac et tout. C'est C'est à au-dessus de Lausanne? Vevey. Ok, Donc voilà, on était un peu dans la nature, enfin c'était vraiment trop cool, la cafette était trop bonne et pas chère, et il y avait plein de stagiaires super sympas de mon âge et tout, euh, qui étaient là, du coup c'était vraiment trop bien. Juste, bah c'est du pharmaceutique, donc voilà, chacun a son avis dessus, mais moi j'ai pas forcément un bon avis sur les multinationales pharmaceutiques. Mais ce qui est assez d'accord. intéressant, c'est que les gens qui travaillent pour ces industries-là
n'ont pas forcément un bon avis dessus non plus. Ok. Et c'est quoi leur logique pour y bosser quand même si ils ont pas un bon avis? Ben, c'est que ça paye bien et que ça fait depuis qu'ils sont depuis qu'ils ont, je sais pas, 16-18 ans, qu'ils ont fait un apprentissage là-bas directement, par exemple, et du coup, oui, ils continuent à y bosser. Euh, voilà quoi, je sais pas. C'est juste un travail au final. Je sais pas trop, je sais pas exactement Ok. qu'est-ce qu'ils en pensent, Je me mais disais peut-être que vu que tu mentionnes le sujet, peut-être que tu en avais parlé avec certains qui t'avaient raconté des trucs, peut-être pas. bah en tout cas, ouais, enfin c'est ce que j'ai dit du coup. C'est Ok, un peu les seules raisons que je connais en tout cas. ok. Je dis pas que Et tout le monde est très critique de l'industrie pharmaceutique en y travaillant, bien sûr, mais il y en a beaucoup quand même ok, qui sont, disons, conscients de ce qu'ils font, qui disent littéralement ah genre on tue des gens quoi. Euh, mais euh, mais voilà, c'est des personnes qui ont pas non plus tellement d'autres options en fait. Et que est-ce- si l'autre, enfin il y a peut-être d'autres options, mais les autres options c'est genre aller dans une autre multinationale pharmaceutique, ce qui est quand ouais, même pas forcément mieux. je vois. Voilà. Est-ce que toi, tu t'es questionné par rapport à ton choix de faire des études d'ingénieur, justement entre ça et ton engagement militant écolo? Est-ce que c'est un choix qui t'a, comment dire, sur lequel tu t'es questionné? Pas tant que ça en fait, parce que je sais pas, je pense être assez consciente en fait de justement les choix, enfin les débouchés que ça a, ce que le PFL veut de nous, ce que le PFL construit comme étudiant. Euh, C'est-à-dire? bah, c'est-à-dire des étudiants qui, je sais pas, qui sont faits pour être des des excellents candidats pour des multinationales, pour je sais pas, construire des drones pour faire la guerre, pour construire des OGM, je sais pas, enfin plein de choses qui sont pas forcément des choses avec lesquelles genre je suis en accord avec mes valeurs, enfin qui sont pas forcément en accord avec mes valeurs, Ok, donc mais tu dis que après, tu as enfin toujours tout été dépend de consciente ce un peu qu'on de en cette fait. structure institutionnelle qui pousse vers ça, mais que malgré tout, Je pense en tout cas dès le moment où j'étais à la grève du climat, oui. Enfin ok, donc après 1 an et demi de PFL, oui. Mais ouais, même avant, enfin je sais pas. De toute façon c'est entre guillemets que des études. Ce qui importe c'est les cours qu'on a et et la vision qui nous est inculquée. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai pas pris des cours particulièrement politiques ou pas politisés, si ce n'était des cours justement, je sais pas, des SHS comme on les appelle, donc des cours ok. un peu très à option qui peuvent être donnés par exemple par des profs de l'UNIL, Des où cours de là, sciences humaines et c'était sociales, ouais, où voilà c'est moins exactement. technique et où c'est plus humanité, comme on dit. Ouais, merci. Et du coup, j'ai pris des cours un peu comme ça, qui étaient un peu politisés, mais politisés dans le bon sens, enfin en tout cas dans mon sens. Et sinon le reste, ben, c'était juste entre guillemets «de l'ingénierie». Donc voilà, je me suis jamais spécialisée dans des trucs du style ingénierie des finances ou des trucs comme ça, qui peuvent effectivement être, un peu moins, en accord avec moi. Hem, donc au final, genre, mon parcours, j'ai pas du tout senti qu'il était politisé dans un sens que je ne voulais pas. Je sais que le PFL est politisé dans un sens que je ne veux pas. Je sais aussi que beaucoup d'étudiants de l'EPFL sont politisés pas du tout de la même manière que moi. Mais en soi, moi, je suis très contente d'avoir ces connaissances-là et je suis pas pour un espèce de boycott de chaque étude qui pourrait potentiellement déboucher sur des tafs qui sont pas dans nos valeurs ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça pas très logique et je trouve aussi qu'il faut s'emparer justement des connaissances, euh, peu importe notre bord politique, disons, ou ou notre aspect militant, ou je sais pas comment tu veux l'appeler, mais Ouais. voilà. Ouais, donc si je comprends bien, tu dis que même s'il y a une sorte de coloration de l'institution qui est faite pour fabriquer des ingénieurs qui vont être au service de développer des technologies, au service des entreprises, malgré ça, ça peut quand même être intéressant d'avoir ces connaissances et de suivre cette formation d'ingénieur en l'orientant un petit peu comme on a envie quand on a de la marge
et qu'on n'est pas obligé, en gros, de suivre le chemin qui est tracé, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Ouais, ça me parle. Bah, c'est des questions que je me suis posées moi aussi, parce que j'ai moi aussi été dans les grèves du climat, alors l'équivalent français qui s'appelle Youth for Climate, Mhm. en 2019, et c'était avant que je vienne à l'EPFL, donc je me suis beaucoup posé des questions sur est-ce que je fais des études ou pas, est-ce que je fais des études d'ingénieur ou pas. Donc bon, si je suis là, c'est que je pense effectivement aussi qu'il y a des choses intéressantes à en tirer, mais la question se pose en tout cas, ouais. Ok, ok. Et je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la charge un peu de travail entre les études, les associations, etc. Comment tu fais toi pour gérer ces différentes choses et peut-être comment ton approche a évolué après ce burn-out que tu mentionnais pour trouver un équilibre? Alors, comment je faisais pour gérer les choses? Je ne sais pas trop. Je pense que ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui est propre à chacun. Enfin, aussi en étant dans les associations, je me suis vraiment rendu compte que chaque personne a vraiment une, un différent sens des priorités. Dans le sens littéralement, leurs priorités sont ordonnées dans un autre sens. Chaque personne a, voilà, une volonté d'investir son énergie dans telle et telle chose. Il y a des personnes qui sont très désorganisées, mais qui font 1 milliard de trucs. Il y a des personnes qui sont très organisées, mais qui font aussi 1 milliard de trucs. Enfin, bref, il y a de tout. Et moi, je sais pas exactement comment je me situe là-dedans, mais je sais que j'ai été capable de faire beaucoup. Je sais que je suis toujours capable de faire beaucoup, d'avoir un rythme de vie, disons, assez soutenu. Mais j'avoue qu'après mon burn-out, ben là, du coup, ça fait depuis 2021. Donc, si mes calculs sont bons, ouais, ça fait quand même bientôt 3 ans que j'ai fait ce burn-out. Et du coup, je m'en suis plus ou moins remise, disons. Je suis quand même pas aussi fatiguée que j'étais pendant une bonne grande période. Euh, mais j'ai l'impression que enfin, je fais quand même beaucoup moins d'une manière générale et j'ai beaucoup moins envie de m'engager dans des choses, etc. Dès qu'elles valent pas trop la peine, j'y vais pas, quoi. Je fais quand même toujours des choses, en réalité. Je sais que je suis toujours capable de faire des choses et je suis toujours d'ailleurs à l'assemblée d'école. Mais c'est vrai que je m'engage beaucoup moins dans des choses, je dépense beaucoup moins d'énergie pour tout ça. J'essaye de simplement mettre l'énergie qu'il faut dans mes études pour genre bah, passer mes crédits, etc. Euh, et mais c'est à peu près tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un mode de vie un peu plus simple depuis ça. Voilà. Enfin, d'ailleurs, j'ai Tu, l'impression que. Pardon? J'avais demandé du coup, est-ce que ça veut dire que tu choisis de faire moins de choses? Ouais, je pense que j'ai choisi de faire moins de choses, clairement. Enfin, dans ma vie, là, je fais vraiment moins de choses. Enfin, j'essaie d'épurer un peu tout pour Hmm. faire moins, quoi, d'une manière générale. Et comment tu choisis à quoi dire non? Parce qu'il y a tellement d'opportunités, de choses qui pourraient être intéressantes que c'est quoi ta logique pour ce que tu enlèves? Ah bah, je dis non à tout, hein. Littéralement, je, je dis simplement non à tout, et des fois, je dis oui. C'est vraiment dans ce sens-là plutôt que ça se Ouais. joue. Alors qu'avant, c'était plutôt, je disais oui à tout, et des fois, je disais non parce que bah c'était pas possible, parce que j'étais pas disponible, parce que. Voilà. Ok. Mais ouais, Et maintenant, du ma vie, c'est juste faire les études, voir mes proches et aller au cinéma, quoi. Ok. Et des fois, il y a un petit truc militant un peu qu'on me propose ou que je dois faire, et il y a l'assemblée d'école, et voilà. Ok. Donc t'as choisi, c'est ça qui a le plus de sens pour toi, de te focaliser sur ces quelques trucs-là. Bah, actuellement, oui, Ouais. Ok. mais peut-être Ouais, que c'est dans cool. 3 ans, ce sera différent. Bon, bah Mais c'est en sûr, tout ça cas, change. actuellement, oui. Et puis aussi, ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas envie de Ch- perdre mon énergie dans des trucs qui serviront pas tant. Et je pense que j'ai un peu perdu, comme j'ai déjà dit vis-à-vis de l'assemblée d'école, ben voilà, j'ai un peu perdu aussi mon feu militant, comme on pourrait l'appeler, ou ma volonté en fait de faire bouger, changer les choses dans quoi que ce soit comme domaine. Ok. Je change complètement de sujet, mais je voudrais te demander, est-ce que t'as
retirer de ton expérience en tant qu'assistante au coding club des filles et au cours Internet et code pour les filles? C'est 2 choses qui se passent à l'EPFL pour promouvoir la programmation et l'informatique et l'ingénierie en général auprès des filles notamment, parce qu'il y a une différence énorme de comment dire, il doit y avoir au moins 80% de mecs, je crois, dans ces domaines-là, dans les études et encore plus dans l'industrie. Qu'est-ce que tu retiens de toi ces expériences-là? Mmh, qu'est-ce que j'en retiens? Ben, hem, c'était cool, c'était chouette de voir, en fait, les choses qui sont mises en place par le PFL, étant donné que, ben, le PFL, enfin, quand il donne des cours comme ça, à des petites filles de genre 8 ans ou 10 ans ou même 12 ans, hem, ben, peut-être que le PFL établit un premier contact avec, ces personnes-là, enfin ces petites filles-là, mais est-ce que vraiment elles se souviendront que c'est le PFL qui a organisé un truc alors que l'atelier était à Genève ou dans le Valais ou je sais pas où? Et est-ce que vraiment ça va leur mettre quelque chose dans la tête? Je ne sais pas trop. Donc je trouve ça assez courageux de la part de l'EPFL qu'ils fassent autant de choses et qu'ils mettent autant d'argent en fait pour la promotion des sciences euh, pour les jeunes et les enfants. Donc déjà j'ai pas mal en fait apprécié le fait que juste ça existe et qu'ils le font vraiment et que c'est des trucs gratuits. Enfin c'est vraiment très chouette de se dire des fois que notre argent enfin parce que du coup le PFL est public hein, bien sûr. Mmh. Euh, que ouais, notre argent va dans des projets un peu comme ça qui sont vraiment super chouettes et qui sont discriminants positivement ou des choses comme ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. Donc, j'étais contente de participer à ça. Après, qu'est-ce que j'en retiens? Je sais pas, c'était bien de voir que, ben, les filles ont clairement des capacités aussi quand elles sont petites, euh, pour apprendre très rapidement de la programmation, etc. Euh, et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit justement des espaces non mixtes, en fait, où il y avait plus de oh un truc technique, tiens Brian quoi, enfin tiens le gars qui est à côté de moi, Mmh. parce que c'est pour toi et c'est pas pour moi. Et le fait d'avoir un espace où c'est que pour elle, je trouvais ça hyper intéressant et hyper bien en fait, et hyper intelligent quoi. Enfin de juste assumer le fait qu'il y a une discrimination, enfin bon, on peut appeler ça comme on veut, mais il y a une inégalité, euh, que les filles elles-mêmes sont disons, éduquées pour justement ne pas forcément faire de sciences ou de trucs genre programmation, des trucs technologiques, des trucs techniques. Euh, le fait de simplement dire, ok, c'est ça le constat, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va leur donner des cours à elles spécifiquement pour qu'elles se sentent concernées en fait. Donc ça, je trouvais super. OK. Ouais, ça me parle parce qu'effectivement, c'est vrai il y a une différence, c'est tellement flagrant, c'est presque ridicule en fait de voir il y a que des mecs. Donc c'est bien d'aller un peu contre ça, je trouve aussi. Euh, Est-ce que tu as un point de vue un peu sur ça fait un moment que ça fait beaucoup de bruit, et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aussi à l'EPFL. T'as un point de vue toi sur les technologies autour de l'intelligence artificielle et vu que tu fais un peu des sciences de données, etc., que ça peut être un peu lié. Est-ce que t'as des choses à dire là-dessus, une opinion, une expérience? Ouais, donc j'ai fait du machine learning, je comprends comment ça se passe, j'arrive à en faire, etc. Donc j'ai les capacités pour, mais j'ai vraiment pas du tout envie d'en faire. Je sais pas exactement pourquoi, j'ai toujours pas trop résolu cette question. Euh, je sais pas si c'est parce que juste j'aime pas peut-être que j'ai juste pas assez bien compris, ou peut-être que c'est parce que, Move je sais typique de pas, j'aime fille, ça juste doit dire pas ça, non? ça comme science. T'as dit quoi? Move typique de fille de dire ça, non? Peut-être, peut-être. Euh, Peut-être, vraiment, je n'exclus pas cette piste-là. Après, je Non, sais qu'il y a vas-y. pas mal de gens qui sont dans mon cas, et c'est vraiment pas que des filles. Du coup, je me dis, Ok. peut-être c'est pas juste complètement biaisé. Non, je dis ça Euh, parce que si t'as fait le cours de 8 crédits de machine learning qui est quand même assez avancé et que t'as compris, normalement t'as compris. Alors après, c'est un peu
Moi, c'est vraiment parce que l'impression que j'avais quand j'ai fait un cours de bachelor du coup de machine learning qui est plus un cours d'introduction, mais c'est à la fois on comprend comment ça marche, mais à la fois c'est un truc où tu fais des méthodes, mais tu comprends pas le résultat. C'est-à-dire que tu sais que la machine va apprendre à partir des données, mais tu peux pas vraiment interpréter le truc, donc tu comprends sans comprendre. C'est peut-être un peu ça aussi, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Et moi, j'aime vraiment pas quand je comprends sans comprendre. En fait, je ne comprends pas sans comprendre, genre. J'ai vraiment un cerveau qui veut pas juste comprendre un peu vaguement quelque chose et genre se satisfaire de ça. Et du Hmm. coup, c'est peut-être ça. Je sais pas. Ok. Mais ouais, je saurais pas expliquer. Mais en tout cas, j'aime pas trop. Après, les IA en tant qu'entité, du coup, pas faite par moi, et desquelles je peux me servir, etc. Bah, je sais pas, j'ai quand même pas mal de conversations avec ChatGPT régulièrement pour lui poser des questions pour que il m'aide sur des sujets, disons, à l'EPFL. Donc moi, je trouve ça quand même très utile. Est-ce que ça me bousille le cerveau? Est-ce que ça détruit notre société? Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que moi, ça m'aide et que je trouve ça agréable et que, enfin, c'est pas non plus si différent que faire une recherche Google, quoi. Donc bon, maintenant qu'on a passé ce cap-là, euh, pourquoi pas juste utiliser les IA comme ChatGPT ou des choses comme ça pour justement leur poser des questions et arriver plus vite à l'information. Hmm. Je sais pas. Heureusement pour l'instant justement ils peuvent pas trop parler de sujets politiques les IA. Enfin je sais pas en tout cas moi Hmm. j'ai déjà essayé avec ChatGPT et ils veulent pas trop répondre autrement que des trucs factuels disons. Ouais. Et donc je trouve que c'est peut-être un peu la limite à ne pas franchir en tout cas. Intuitivement c'est ce que je me dirais. En tout cas, comme truc que, effectivement, je pourrais condamner. J'ai Ok. fait des guillemets avec ma main. Euh... ouais, voilà. Mais j'ai pas beaucoup d'avis, hein, enfin, et je vois pas pourquoi est-ce que moi je donnerais mon avis là-dessus. Ok, non, je demandais par curiosité, Non, bien effectivement. sûr, bien Ni sûr. toi ni moi sommes experts très pointus du sujet, mais c'est Et par toi? curiosité. Moi, oula, que dire? Je pense que la technologie n'est pas neutre, que ce soit une technologie d'IA ou une technologie d'autre chose. Donc, c'est quelque chose qu'on entend souvent de dire: «Ah non, mais vous savez, la technologie, on peut faire des choses bien, on peut faire des choses pas bien avec, donc c'est neutre». Déjà, ça veut pas dire que c'est neutre, ça veut dire que c'est ambivalent, ça veut dire que tu peux en faire des bonnes choses et des mauvaises choses, mais, hem, pourquoi est-ce qu'elle est conçue? Quels sont les usages qui sont en tête? En gros, une technologie, elle n'existe pas sans ses usages. C'est pas de dire: «Ah, il y a des bons usages et des mauvais usages». Elle a été conçue pour certains usages plus que pour d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est conçue? Dans quel but? Par qui? Qui est-ce qui la contrôle? Ça, je trouve que c'est des questions qu'on pose pas assez souvent et quelle que soit la technologie, hein, pas que pour l'IA, mais notamment pour l'IA et ces questions sont d'autant plus importantes que les technologies sont puissantes. Donc déjà, il y a ça, je trouve, de dire que c'est important qu'on puisse comprendre au moins dans une certaine mesure les technologies qu'on utilise parce que sinon ça veut dire qu'il y a des gens qui conçoivent la technologie, qui comprennent comment elle marche et qui la maîtrisent et des gens qui l'utilisent et ça crée une sorte de relation de dépendance ou en tout cas de différentiel de pouvoir et ça c'est le cas dans toute technologie et plus elle est complexe plus c'est vrai. Donc c'est toujours comment dire un compromis à faire, mais c'est aussi une question politique de quelles entreprises contrôlent ces technologies, de pourquoi est-ce qu'elles sont conçues, de à quoi est-ce qu'elles vont servir, quel rôle elles vont avoir dans la société. C'est-à-dire qu'il y a personne qui a décidé démocratiquement que ok, on va aller mettre des milliers de milliards par an pour développer à fond les technologies d'IA parce que c'est ça qui va soi-disant sauver tout le monde. C'est une décision qui n'a pas du tout été prise démocratiquement. C'est des entreprises privées qui décident de faire ça et qui l'imposent entre guillemets à la société qui doit ensuite se débrouiller pour s'adapter. Donc je trouve qu'il y a des questions de démocratie aussi importantes derrière le développement des technologies. Euh, et bon après je vais pas m'étaler tant que ça, mais c'est une question que je trouve importante et intéressante et qu'on pose pas assez du lien entre la politique et la technologie parce que la technologie c'est politique, moi je trouve. Bien sûr, ouais. Merci beaucoup pour ton ajout, avec lequel je Ah, suis bien sûr complètement d'accord. après il y a le discours un peu politique que je viens de dire et après t'as la question de individuellement
enfin comment dire, indépendamment des questions sociétales, est-ce qu'on l'utilise ou pas, comment, ça c'est encore une autre question. Effectivement, maintenant que c'est là, peut-être que ça peut être utile de s'en servir dans certains cas, en faisant attention aux questions de biais, en faisant attention aux questions de quelles données on va donner à quelles entreprises et de quelles mesures de sécurité sont là pour ça, etc. Donc, ouais, je pense qu'il y a un peu ces deux questions-là qui sont pas complètement indépendantes, mais qui sont différentes en tout cas. De dire, moi individuellement, dans le monde tel qu'il est, qu'est-ce que je fais et ensuite, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte qu'il soit meilleur potentiellement. Bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, question qui est complètement d'actualité, la question de à quel point la technologie est neutre et à quel point les écoles, par exemple polytechniques, sont neutres. Mhm. Parce que c'est vrai que là, avec justement ce petit conflit, n'est-ce pas, qui se passe en Israël-Palestine, Une maigre euh, bagarre. voilà, exactement. Et ben ça a du coup fait pas mal bouger le PFL à ce niveau-là et du coup Martin Vetterli, donc le président de l'EPFL, adore dire littéralement, je l'ai entendu 4 fois dire la chose suivante: nous sommes dans une université qui est neutre, dans un pays neutre, donc nous sommes neutres au carré. Euh, Entendu 4 fois et lu, je pense 2 fois. Donc Il a fait une vraiment, il tribune dans adore le dire ça. temps pour développer cette idée, je crois, que j'ai pas encore lu, mais j'ai vu passer le titre. Oui, sans doute, dans Le Temps, dans un journal suisse-allemand, enfin partout. Mais ouais, donc c'est vraiment un gros truc et j'ai l'impression que la ligne bouge un petit peu à l'EPFL. Enfin là, on repasse vraiment au niveau un peu plus local. Mais voilà, qui est important aussi, où justement les gens disent non, il faut arrêter de dire ça. Le PFL fait des choix politiques. Le PFL est une instance qui a un certain pouvoir politique, même si elle est théoriquement dirigée par le CEPF et théoriquement dirigée par la Confédération. Elle peut aussi faire du bottom-up ou je sais pas quoi comme expression pour. Enfin, elle peut aussi influencer, disons, depuis le bas, et elle peut aussi avoir une certaine marge de manœuvre au niveau de sa propre politique. Donc, je parlais du conflit israélo-palestinien parce que, bah justement, il y a beaucoup d'étudiants et tout qui sont mobilisés sur le sujet et qui disent le PFL collabore avec Israël, en gros, dans les grandes lignes. Euh, donc le PFL collabore avec Israël et donne des connaissances, donne des ingénieurs, etc., font des collaborations pour créer des armes en fait qui contribuent au génocide en Palestine. Et voilà, et donc de dire bah, le PFL fait des choix, le PFL peut choisir de ne pas collaborer avec Israël, le Ouais. PFL peut faire un boycott académique, et surtout le PFL n'est pas neutre et il faut juste arrêter de dire ça. Et, euh, et c'était vraiment, enfin, c'était très intéressant. Il y avait un town hall, justement, bah, avant-hier, à ce sujet-là. Et, et c'était vraiment intéressant de voir, en fait, toutes ces voix de l'EPFL qui disent non, c'est une école d'ingénierie. Oui, alors on peut dire la science est juste de la connaissance, mais Mais non. le milieu dans lequel on apprend et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que l'école veut qu'on en fasse, c'est pas notre point final. Hmm. Et c'était vraiment, enfin, ça faisait vraiment plaisir de voir qu'il y avait autant de gens qui disaient vraiment simplement ça, quoi. Et qui étaient complètement d'accord, en fait, sur ce sujet-là. Ok. Donc voilà, peut-être que les choses vont un petit peu bouger, un de ces quatre, je sais pas. Ok. Bah, écoutez, espérons. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord sur cette idée que euh, la science n'est pas neutre et même la connaissance elle-même, c'est pas neutre de développer des nouvelles connaissances parce que dans quel domaine tu choisis de les développer, pourquoi faire, et qui est-ce qui les développe, qui est-ce qui les possède, ces connaissances, etc., à qui elles sont accessibles. Bah, tout ça, c'est pas neutre. Donc, Bien sûr. bref, ouais. On va voir si ça évolue. Bon, le PFL assure qu'ils participent pas à des projets militaires, etc., et qu'ils vont encore renforcer leurs audits. Donc, d'après eux, tout va bien, ou presque. Mais bref, ouais, on va voir comment ça évolue. C'est une Mhm. question compliquée. Euh, J'aimerais terminer avec deux, trois questions un peu un peu plus générales sur. Alors déjà, c'est tes deux meilleurs et tes deux pires souvenirs de l'EPFL à toi en tant qu'étudiante. Purée, deux meilleurs et deux pires. Ça fait beaucoup. Euh, Ou le pire et les deux meilleurs, je sais pas.
À part ça, je sais pas, j'en ai pas trop, hein. Je pense, un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand même, être à Unipolis. Enfin, j'ai vraiment trouvé d'une manière générale que être dans le milieu associatif à l'EPFL, c'était juste génial, quoi. Enfin, en fait, de découvrir le PFL d'une autre manière, en y étant vraiment, en y étant complètement intégré, en fait. Je trouvais ça génial. Enfin, pouvoir utiliser littéralement le matériel de l'EPFL, les locaux de l'EPFL, pouvoir se le réapproprier, avoir des accès dans des endroits auxquels on n'a pas accès en tant qu'étudiant, disons, qui n'est pas dans une association. Enfin, tout ça, moi, je trouvais ça absolument génial et j'espère que le PFL va continuer en fait à donner autant de ressources aux associations, etc. Parce que c'est juste génial et je pense que toutes les personnes qui ont fait beaucoup d'associatifs à l'EPFL ont cet avis-là. Euh, donc je pense que c'était mon meilleur souvenir. Un deuxième, je ne sais pas ce que ce serait. Et pour mon pire souvenir, franchement, j'ai vraiment passé un bon EPFL, j'ai l'impression. Bah, peut-être mon burn-out, mais c'est pas un souvenir de l'EPFL, ça n'a rien à voir avec l'EPFL en fait. J'étais Mm. littéralement plus à l'EPFL quand j'ai fait mon burn-out, depuis genre 6 mois. Donc bon, voilà. Euh, mais peut-être mon pire, je pense que c'était peut-être il y a genre 1 ou 2 semaines où tout d'un coup je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous à l'EPFL en fait? Genre, j'ai tellement aucune capacité alors que je suis en fin de master. Ça fait depuis 6 ans que je suis là. Et, je sais pas, j'ai fait une espèce de crise existentielle, probablement également liée au SPM, n'est-ce pas? Mais SPM qui les est... C'est quoi? syndromes prémenstruels. Ah, Mais voilà, donc j'exclus pas bien sûr ce biais-là. Mais ok. quand même, j'étais là, mais ça fait 6 ans que je suis là et juste, je sais rien, je suis Bah, incapable, quand même. voilà. Ok. Donc c'était assez bizarre parce que ça m'est vraiment peu arrivé à l'EPFL, genre Mm. depuis la première, enfin depuis que j'ai passé ma première, même depuis ma première tout court, j'étais toujours là en mode ah bon bah voilà, ça va, c'est cool, j'apprends des trucs intéressants, je passe mes années, tout va bien, c'est cool la vie étudiante. Et juste là en fin de master, je me suis dit mais genre je sais rien en fait. Enfin, qu'est-ce que je fous là? C'était trop bizarre. Mais ça va Ok. mieux depuis que je me suis Mm. posé ces questions. Tout va bien. Bah, de ce que tu m'as dit, de ce que tu as fait et de ce que tu as appris, je pense pas que tu saches rien faire. Déjà, tous les projets que tu m'as racontés, c'est pas rien. Il y a un truc que j'aime bien moi me dire, c'est face au syndrome de l'imposteur, justement, cette sensation que on n'est pas légitime ou qu'on connaît pas assez ou par rapport aux autres ou même tout court. Euh, c'est que les vrais imposteurs, ils ont pas le syndrome de l'imposteur. Si t'as le syndrome de l'imposteur, c'est que sans doute t'es déjà pas tant un imposteur que ça. En tout cas, je trouve, je sais pas, c'est un truc que j'aime bien me dire parce que ça m'arrive aussi de me dire ouais, mais en soi, je suis pas si bon que ça en soi. Pourquoi est-ce que moi je ferais tel truc? Il y a des gens qui le font mieux. Petite preuve par l'absurde, genre. Hmm. Si j'étais vraiment un imposteur, alors je... J'aurais pas le syndrome de l'imposteur. C'est vrai, je comprends. Effectivement, ça fait du sens. Je devrais peut-être me dire ça plus souvent aussi. Mais bon, ouais, je sais pas, j'ai fait une petite crise, quoi. Mais normal, c'est déjà C'est chouette vrai. que ça m'ait pas arrivé plus souvent, que ça me soit pas arrivé plus souvent d'angoisser vis-à-vis du Hmm. fait que je sois à l'EPFL. Donc, donc je trouve ça raisonnable, quoi. Une crise existentielle sur le PFL en 6 ans, Ouais. ça Non, mais va. c'est bien de temps en temps de se poser la question de pourquoi on fait ce qu'on fait justement. Ouais, clairement. Mais là, c'était même pas pourquoi on fait ce qu'on fait. C'était je suis incapable, tout court. Donc, je sais, Ah, ça a servi à rien, entre guillemets. ah ok. Et voilà. Ouais, je suis une imposteuse, quoi. Après, bien sûr, le fait que je sois une fille ne- n'arrange en rien mon Mhm. syndrome de l'imposteur général vis-à-vis des sciences, évidemment. Mais ouais, c'était peut-être mon pire souvenir. Et sur cette question de justement se demander qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce que tu te vois faire, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit ta contribution ou en tout cas ta, je sais pas, à quoi tu voudrais que ressemble ta vie d'ici 5 ans, qu'est-ce qui aurait du sens pour toi comme direction? Euh, je pense déjà travailler dans le public.
Donc pas travailler, enfin travailler pour l'État quoi, pas travailler pour une entreprise privée. Ou à moins que ce soit potentiellement une ONG ou un truc comme ça, mais ça m'étonnerait que je fasse ça. Euh, Ensuite, je pense que actuellement, et depuis un petit moment quand même, ma seule, la seule chose, le seul métier que je me vois faire pendant quelques années, enfin pendant plus que 1 ou 2 ou 3 ans, quoi, ou même 4 ans, c'est prof de maths dans les gymnases, donc, donc dans les lycées pour les Français. Euh, mais pour ça, il faudrait que je fasse ben, la haute école de pédagogie déjà. Et aussi potentiellement que j'ai un master de maths, ce que je n'ai pas et ce que je n'aurai pas quand j'aurai fini le PFL. Donc voilà, faut encore que je fasse des autres petites étapes dans ma vie pour arriver à faire ce métier-là. Mais c'est un peu le seul métier que je me vois faire et que j'ai envie vraiment de faire et que je pense qu'il contribuerait à la société et pour lequel je pense que je serais utile. Mais j'avoue que faire un doctorat, ça me tente pas trop parce que j'ai vraiment cette sensation en fait que j'ai rien à apporter à la science. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais voilà. Euh, euh, donc j'ai pas très envie de faire ça. Enfin voilà, on verra bien. Peut-être ça change. Et sinon, ben option B, disons, ce serait de faire n'importe quoi qui est vaguement relié avec les data science ou l'ingénierie en général dans une institution publique ou quoi que ce soit. Voilà. Ok, ok, excellent. Et je te pose une dernière question qui est un peu l'inverse, plutôt que de se projeter dans le futur. Quel conseil tu donnerais à ta toi d'il y a 5 ou 6 ans au début de tes études? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en commençant le PFL ou juste avant? Franchement, pas grand-chose, hein. Enfin, j'ai pas trop de conseils parce que j'aime bien mon parcours. J'aime bien tout comment ça s'est passé. Euh, j'ai aimé faire la semaine d'intégration avant le PFL parce que ça m'a fait me sentir déjà un peu chez moi. Donc j'avais pas particulièrement de besoin de conseils en plus que ça. Et voilà, peut-être voir un psy un peu plus tôt que ce que j'ai fait. Mais voilà. Ok, et ben Léna, C'est tout. merci beaucoup pour cette discussion. Merci à toi.